Bienvenue à tous dans le 5e épisode de l'Instant Cozy. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maëlys Pella-Bravo, lead CRM de Brevo, qui est un logiciel CRM tout en un qui permet aux entreprises de pouvoir gérer leurs relations clients. Comment vas-tu Maëlys ? Hello Hugo, je vais super bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis super honorée de venir te parler de CRM aujourd'hui. C'est un exercice qui est assez nouveau pour moi aujourd'hui, mais j'ai hâte qu'on commence. Je suis sûr que tout va bien se passer. Je t'avoue que même moi, après 4 épisodes, c'est un des épisodes que j'attendais le plus. Je suis curieux d'en apprendre beaucoup plus par rapport au CRM et de ce qu'est capable de faire Brevo. Et avant de commencer dans toutes les discussions et dans tout l'interview, j'ai envie de faire ce que j'avais fait au 3e épisode, qui est un peu un Fast and Curious. Ok. Est-ce que tu vois ce que c'est ou pas ? Ouais, je vois. Nice. Bon, parfait. Alors pour commencer par rapport à la première question, je vais te poser une question par rapport à l'IA. Est-ce que pour toi, l'IA est un gadget ou un game changer ? Pour moi, c'est clairement un game changer. Après, je pense qu'il faut faire super attention. Je pense que les marques, les sociétés en général, ont tendance à l'utiliser de plus en plus, mais justement à du coup trop copier-coller ce que l'IA leur propose. Donc je pense que pour avoir une identité de marque forte et justement une relation client, c'est important d'avoir une forte identité. Par contre, au quotidien, je pense que ça peut vraiment faciliter des tâches répétitives, notamment dans le cadre du métier du CRM. Et aussi, des outils CRM, les outils CRM proposent des fonctionnalités IA super intéressantes. Brevo, la société pour laquelle je travaille d'ailleurs, en propose, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler après. T'inquiète pas, je pense qu'il y a pas mal de questions, et notamment une question par rapport à l'IA, donc tu pourras m'en dire beaucoup plus. Deuxième question, entre SMS et email, qu'est-ce que tu choisirais pour convertir ? Ah, c'est marrant comme question. Je pense que c'est le SMS, selon moi. En tout cas, de mon expérience en e-commerce que j'ai eue il y a quelques années, je me rappelle qu'on l'utilisait fréquemment pour les grosses périodes commerciales, notamment le Black Friday & Co. Et il faut savoir que c'est un canal qui a un taux d'ouverture, un taux de clic, très, très, très élevé. Je pense qu'on s'avoisine à peu près 70% en moyenne. Et surtout, le SMS a développé une fonctionnalité qui s'appelle le Rich SMS. C'est un petit lien traqué que tu peux ajouter à ton SMS et où tu peux en fait rediriger ton client ou ton utilisateur vers une expérience multimédia, par exemple une sorte de petite landing page personnalisée ou autre. Donc ouais, vraiment, de mon souvenir, le SMS, c'était vraiment super pour convertir. Après, il faut faire super attention. C'est très intrusif. Donc, on peut avoir des taux de désabonnement beaucoup plus élevés. Donc, il faut vraiment faire attention. Et ça, c'est quelque chose, j'imagine, que Brevo propose aussi ? Alors, le Rich SMS, malheureusement, non. Pas encore. Non. Entre acquisition ou fidélisation ? Fidélisation, évidemment. Évidemment. Parce que j'imagine aussi la fidélisation. L'acquisition, ça coûte tellement d'argent. Donc, c'est beaucoup mieux de fidéliser quoi qu'il arrive. Ouais, et puis, je pense que dans le métier du CRM, même s'il y a des logiques de PRM, donc de prospect, relationship management, on va essayer justement de convertir via les leviers du CRM, les leviers historiques du CRM. Le CRM, pour moi, c'est vraiment la gestion de ta base. Donc, comment est-ce que, une fois que tu arrives chez nous, comment est-ce qu'on te garde chez nous le plus longtemps possible ? Donc, comment est-ce qu'on te qualifie ? Comment est-ce qu'on t'active ? Comment on te réactive ? Comment est-ce qu'on te garde ? Comment est-ce qu'on fait en sorte de te connaître ? Donc, pour moi, c'est fidélisation à 100%. Fidélisation. Et dernier, avant de passer à une question un peu plus poussée, entre un CRM maison ou un CRM SaaS ? Elle est marrante cette question. À ton avis ? Évidemment, CRM SaaS. Je travaille chez Brevo, donc forcément, tu prêches une convaincue. Mais non, je pense que CRM SaaS, c'est génial. Je dis pas qu'un CRM maison n'est pas bien, mais je pense que ça a des coûts de maintenance très, très, très élevés. Et qu'aujourd'hui, quand on n'a pas une connaissance technique ou du temps, je pense que vraiment un CRM SaaS, c'est la solution à... Tout en un. Ouais, tout en un à avoir, ouais, exactement. Donc là, en parlant de CRM, c'est la thématique d'aujourd'hui, donc on va chercher à comment orchestrer l'expérience client donc via le CRM. Mais avant tout, pour les personnes qui nous écoutent, je pense que c'est important en fait de définir qu'est-ce que le CRM et son rôle dans l'organisation. Est-ce que tu pourrais nous aider là-dessus ? Ouais, carrément. Je pense en plus que le CRM, en tout cas les métiers du digital, c'est souvent des métiers où on utilise beaucoup, beaucoup d'acronymes un peu pompeux qui peuvent être difficiles à comprendre. Donc déjà, pour commencer, définir ce que ça veut dire CRM. CRM, c'est Customer Relationship Management, qui signifie la gestion de la relation client. Donc moi, ce que j'ai souvent entendu dans mes expériences précédentes, c'était « c'est la nana qui envoie les newsletters ». Mais non, pas du tout. Je pense que le CRM, c'est bien plus que ça. Pour moi, c'est la combinaison de deux choses. Le CRM, la première chose, c'est une stratégie. Donc, c'est la stratégie qu'une entreprise ou une organisation va mettre en place pour adresser
comprendre et fidéliser sa base. Ça peut être une base de prospects, ça peut être une base de clients. Ça va vraiment être la stratégie qu'on va décider de mettre en place. Et la deuxième chose, et c'est donc pour ça qu'un outil CRM, c'est primordial, comme Brevo, c'est l'outil qu'on va utiliser pour justement orchestrer cette relation client. Donc vraiment, pour moi, le CRM, c'est vraiment, c'est ça, c'est le métier qui organise, qui gère, qui orchestre la vie de sa base de données. Et je pense que c'est un métier central parce que c'est ça. L'outil CRM, c'est l'endroit où on va collecter énormément d'informations, des informations d'achat, des informations comportementales, des informations d'engagement avec une campagne. Donc c'est vraiment un endroit où on collecte beaucoup d'informations et c'est ce qui va nous permettre ensuite d'activer un plan relationnel pour justement, dépendamment de l'objectif business que tu as derrière, de pouvoir mettre en place tes tactiques et orchestrer ton plan sur cet outil multicanal. Par exemple, nous, chez Brevo, on a un CRM qui permet d'activer ses clients sur différents canaux. On propose l'email, on propose le SMS, le push, WhatsApp également. Donc voilà, on peut automatiser et orchestrer les différents canaux et c'est super, super important. Et donc juste pour les gens qui ne connaissent pas forcément les différentes tactiques qu'on peut utiliser au quotidien, mais qui sont super intéressantes, je pense à différentes tactiques que moi j'utilise au quotidien, des campagnes par exemple relationnelles. Par exemple, toi Hugo, tu as ouvert une newsletter et tu cherches à en baser le maximum de nouveaux abonnés pour ton podcast. Voilà, tu vas avoir un nouveau contact qui s'abonne, tu peux lui envoyer automatiser un petit mail de bienvenue pour lui présenter de quoi parle ton podcast. Tu peux décider de lui envoyer des séquences automatiques pour l'onboarder sur les thématiques. Donc là, c'est vraiment du contenu relationnel. Tu peux aussi avoir du contenu transactionnel. Là, ça va plutôt être, par exemple, tu as un site web, tu as un site où tu vends des billets d'avion. Tu as besoin, en tant que client, tu t'achètes un billet d'avion. Tu vas déployer un email automatique de confirmation de cet achat. Ou alors, justement, tu vas faire des rappels automatiques avant un rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment des campagnes transac. Les troisièmes campagnes auxquelles moi je pense, ça va plutôt être des campagnes marketing. Ça peut être promotionnel ou non promotionnel, mais ça va être par exemple, tu es sur un site web, tu visites une page produit, mais finalement tu réalises pas d'achat. Par contre, moi, je sais que tu es allé sur cette page produit et j'ai ton email, ou alors tu t'es abonné à des web push. Du coup, après 1 heure ou un jour, je vais décider de t'envoyer une petite relance par email pour te dire je crois que tu es intéressé par ce produit, voilà pourquoi tu devrais l'acheter. Ou alors une promotion pour Black Friday parce que je pense que ça peut t'intéresser. Ou alors des touchpoints un peu réguliers. Par exemple, nous, chez Brevo, on envoie des newsletters mensuels à nos clients pour les updater sur les dernières fonctionnalités qu'on vient de sortir, sur des ressources que nos experts ont mis en place pour aider à mieux appréhender la plateforme. Et donc, par exemple, par rapport à tout ce que tu m'as dit, donc j'imagine que quand un client vient vous voir, vous allez lui poser des questions un peu pour comprendre son besoin et ensuite adapter les fonctionnalités de Brevo par rapport exactement à ce qu'il recherche. Et par exemple, sur tous les types de campagnes que tu m'as citées, généralement, c'est lequel type d'objectif vous voyez le plus transactionnel, plus marketing, c'est quelque chose... Ça va dépendre. Tu vois, par exemple, si tu as un site e-commerce, tu vas vouloir générer de la vente. Donc, ça va être tes campagnes marketing qui vont être les plus importantes. Mais en même temps, moi, par exemple, en tant que... Chez Brevo, par exemple, nos clients, quand ils s'inscrivent chez nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils prennent en main le plus rapidement la plateforme. Donc, nos campagnes d'onboarding, elles sont super importantes. Leur expliquer comment mettre en place, importer une liste de contacts, comment créer un premier email. Quand on n'est pas un marketeur, ça peut être super difficile. Et c'est pour ça que d'ailleurs Brevo est super bien fait. Je le recommande vivement parce que on a un nombre de ressources vraiment très 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 important pour faciliter l'expérience dès les premiers pas sur la plateforme. Mais nous, on va vraiment avoir un objectif d'usage sur la plateforme, par exemple. Donc c'est des campagnes qui sont primordiales. D'accord. Et dans ce que tu disais juste avant, il y avait quelque chose ce qui m'a fait penser à cette autre question. Et en fait, tu parles de toutes ces données comportementales qui viennent de différents touchpoints, etc. Et justement, comment est unifié toutes ces données-là. Et souvent, en fait, on parle de Customer Data Platform, une CDP, qui fait un peu cette vision 360 de ton client.
Est-ce que tu pourrais me donner un peu en quoi la CDP est capable d'enrichir la stratégie CRM, par exemple? Carrément. Pour moi, un outil CRM et une CDP, c'est vraiment deux outils qui sont super complémentaires. Tu vois, le CRM, on va synchroniser la donnée et on va l'activer. Donc, on va utiliser notre outil, on va récupérer la donnée, on va l'activer sur différents canaux. Mais pour avoir la vision la plus globale, vraiment la vision 360 d'un contact, c'est génial si on a la capacité d'intégrer une CDP, parce qu'une CDP, en fait, c'est une base de données géante qui vient vraiment collecter toutes les données des différents touchpoints. Okay. Par exemple, ta base de données client sur tes achats, les informations, les interactions que ton contact ou tes visiteurs peuvent avoir sur ton site web, ou alors sur les réseaux sociaux. Ça peut mettre également en lien les interactions de ton équipe de support client. Et donc, en fait, ça va venir agréger, transformer et activer ces données sur ton outil CRM. Donc, pour moi, c'est vraiment deux outils super complémentaires. Et en fait, ils vont pouvoir... cette CDP, c'est vraiment ça, justement, qui va pouvoir rendre l'expérience 360 sur un outil CRM. Et ça va vraiment faciliter l'hyper-personnalisation, qui, je pense, est primordial en 2025 dans une stratégie CRM. Et donc, vraiment de se dire, OK, avec mon outil CRM, j'ai que cette vision-là. Mais en fait, si je rajoute tous mes outils tiers et toutes les données que je collecte sur mes outils tiers, j'arrive à avoir vraiment cette fiche détaillée sur ce contact, et du coup, je peux mieux l'activer. Ok, je pense que ce que tu viens de dire, ce que tu viens de décrire va servir à pas mal de gens, parce que même moi, je le vois, souvent les gens confondent CDP, CRM, DMP, etc. Donc merci, très clair. Et pour en venir donc, au CRM et à l'outil CRM, question vraiment simple, mais qu'est-ce qu'un bon outil CRM en fait? Pour moi, un bon outil CRM, c'est un outil qui est utilisé. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils CRM différents. Tu vois, nous aujourd'hui, Brevo, on a un outil qui historiquement s'adressait plutôt aux startups et aux PME. Mais finalement, on a vraiment enrichi la plateforme avec de nombreuses fonctionnalités. Et donc aujourd'hui, on est capable de répondre à des enjeux de sociétés beaucoup plus grosses, avec des enjeux beaucoup plus complexes. Donc on a également une verticale plus enterprise mid-market. Mais par contre, il y a des solutions CRM, je ne vais pas les citer, qui sont vraiment dédiées justement que sur du mid-market, ou d'autres sociétés qui sont vraiment orientées que sur du e-commerce. Donc je pense que la première chose, c'est OK, c'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je veux accomplir avec mon outil CRM? Qui vont être les utilisateurs finaux? Est-ce que c'est des personnes qui ont plutôt une bonne connaissance tech et marketing, ou est-ce que pas tellement? Est-ce que c'est des gens qui vont avoir besoin d'accompagnement? Je pense que c'est important d'avoir une bonne vision de c'est quoi la donnée que je vais y intégrer et que je vais synchroniser. D'ailleurs, je pense, super important d'intégrer dès le début de cette réflexion les équipes data ou tech. Pourquoi? Parce que souvent, c'est ces équipes-là qu'on va solliciter pour aller faire ce travail de maintenance ou de synchronisation de la donnée. Donc, eux, ils ont une très bonne connaissance de l'écosystème et vont vraiment venir nous aider à nous dire, OK, avec cet outil, ça pourrait le faire, avec cet outil, ça va être plus compliqué. Et d'autres questions. Il y en a plein d'autres des questions. C'est quoi les canaux que tu vas activer? Est-ce que tu as besoin d'activer que l'email? Ou est-ce qu'au contraire, tu penses que tu as besoin d'adopter une stratégie omnicanal? Et c'est quoi l'objectif final? Est-ce que toi, tu veux juste, je sais pas moi, faire du contenu transactionnel? Est-ce que toi, tu vises vraiment de la conversion avec cet outil? C'est quoi ton volume? Le volume de ta base de données? C'est quoi le volume d'emails que tu souhaites envoyer tous les mois? Donc, je pense qu'il y a plein de questions. Mais vraiment, je dirais pas qu'il y a un bon ou un mauvais outil CRM, c'est vraiment un outil qui va être utilisé à la fin. Donc, c'est vraiment se poser les bonnes questions pour le mettre en place. Et de toute façon, j'imagine, le but, c'est à ce que le client vienne taper à la porte des fournisseurs de différents outils CRM. Et dépendamment des questions, des choses qu'ils recherchent vraiment, c'est là-dessus qu'ils vont prendre leur décision finale. Exactement. En fait, c'est d'être curieux, quoi. Ouais, c'est ça. Non, et d'être curieux, et ça, c'est ce que tu sais, c'est vraiment... Je pense que la phase que tu veuilles changer ou que tu veuilles introduire un CRM dans ta société ou dans ta boîte, c'est vraiment cette phase un peu de kick-off, de lancement qui est super importante et d'alignement des différentes équipes. D'onboarding aussi. Ouais, d'onboarding. C'est comme tu dis, quand tu passes un appel d'offres, il n'y a pas que le marketeur ou que l'utilisateur final qui doit être intégré à cette discussion avec les différents outils. C'est vraiment, OK. Moi, je vais l'utiliser, mais je vais avoir besoin de qui? Peut-être même les équipes design pour qui vont devoir intégrer des contenus HTML, je sais pas. Il peut y avoir vraiment plein d'interlocuteurs différents et c'est important de tous les intégrer à la discussion. Et tu vois, je regardais juste avant qu'on commence le podcast un peu différentes statistiques et souvent
chez les clients en général, ou même dans les entreprises en général, le plus grand défi auquel ils sont confrontés, c'était à peu près 60% d'entre eux qui disaient que le plus grand défi était justement toute la partie consentement, gestion des données personnelles. Au Canada, par exemple, une des réglementations qu'on a, c'est le PIPEDA. En Europe, c'est la RGPD. Est-ce que tu as beaucoup de clients qui te posent ces questions-là? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de vos day-to-day chez Brevo sur comment on incorpore le côté consentement, en sachant que c'est clé, en fait, lorsqu'on veut activer ce genre de canal? Carrément. Alors, selon moi, c'est super important. Et comme tu le mentionnais, Brevo propose justement des fonctionnalités pour s'assurer que justement, quand on va embaser des nouveaux contacts sur Brevo, justement, ils puissent certifier, donner leur consentement de manière très claire, expliciter leur consentement. Et pour moi, c'est primordial dans le sens où, de toute façon, si tu veux mettre en place une stratégie CRM, tu veux pas juste envoyer une campagne email une fois. Si vraiment tu veux mettre en place une stratégie, créer des liens, créer de la fidélisation, de l'activation, du repeat, t'es obligé, pour moi, de mettre en place ça. Pourquoi? Parce que si tu commences à envoyer à spammer, c'est clairement du spam, à envoyer des campagnes à des gens qui n'ont pas explicitement donné leur consentement, demain, ils vont pas les ouvrir. Mais avant même de pas les ouvrir, c'est que tu as une chance sur deux que ton contenu ne soit pas délivré en boîte. Pourquoi? Parce que comme il n'a pas donné son consentement, il va pouvoir signaler ton email dès la première fois. Et donc, c'est juste un cercle. Tu vas te faire bloquer, quoi. C'est ça, tu vas te faire bloquer, exactement. Donc, pour moi, c'est super important. Et même, tu pourrais te faire taper sur les doigts. Tu peux complètement te faire taper sur les doigts. Tu as des autorités. En France, tu as le CNIL qui, justement, j'espère que je dis pas, oui, pour moi, c'est le CNIL, qui s'occupe justement de faire respecter ces législations. Donc, c'est super important. Pour moi, un peu les best practices pour respecter justement les lois RGPD, c'est ça. Avoir un opt-in explicite, donc un consentement explicite, mettre en place des règles automatiques pour justement opt-out des contacts qui souhaiteraient plus recevoir de nouvelles de ta part, mettre en place la transparence sur les données. Donc si jamais toi en tant que consommateur tu veux aller savoir exactement quelles données j'ai récupérées chez toi, et moi, en tant que société, j'ai l'obligation de te transmettre tout ce que j'ai, de la supprimer une fois que j'ai décidé, en tant que consommateur, que je voulais plus que tu collectes ces données sur moi. C'est super important. Et pour moi, c'est comme je te disais, pour moi, c'est primordial. C'est primordial. Ouais. Sans ça, tu peux pas activer. Tu peux pas. Tu peux essayer, mais attention. Ouais, c'est ça. Warning. Tout ça. Je pense que tu as peu de chances d'y arriver. Tu as mentionné différents canaux qu'on pourrait activer avec Brevo. Donc, tu parlais des push, tu parlais de SMS, WhatsApp, etc. Et en fait, je veux revenir au canal historique du CRM qui est l'emailing. Est-ce que tu as vu, et je serais curieux de savoir, parce que l'emailing, ça fait hyper longtemps qu'on en parle et qu'on est actif dessus. Durant le Fast and Curious, tu as mentionné que tu utilisais le SMS pour la conversion. Donc, en fait, la question que j'ai pour toi, c'est comment s'est développé le canal emailing ces dernières années? Est-ce que tu vois un gros changement? Est-ce que tu sens qu'il y a je ne vais pas dire un moins gros intérêt, parce que ça fait partie toujours d'un des canaux les plus utilisés, j'imagine. Mais est-ce que tu as vu un développement par rapport à ce canal-là? Ouais, je pense que c'est un des canaux qui de toute façon reste le moins cher aujourd'hui, donc il est encore très très utilisé par nous les marketeurs. Par contre, c'est vrai que si je regarde un petit peu les dernières années, je vois deux choses qui ont un peu changé côté emailing. La première chose, c'est la manière dont on monitore la performance de l'emailing. Historiquement, tu avais plusieurs KPI vraiment purement liés à l'emailing, qui sont le taux de délivrabilité, donc le nombre d'emails qui ont été délivrés sur le nombre d'emails que toi t'as envoyé à la base, le taux d'ouverture, donc le volume d'emails ouverts sur le volume délivré, et ton taux de clic, donc le volume de clics sur le volume d'emails délivrés. Le taux d'ouverture, ça historiquement, c'était un KPI super important. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on lui donne un petit peu moins d'importance. Pourquoi? Parce qu'il y a Apple qui a mis en place le MPP, c'est le Mail Privacy Policy, qui a été implémenté en 2021, si je ne dis pas de bêtises, qui avait pour objectif de protéger. Donc c'est Apple qui a décidé de protéger ses consommateurs en disant, écoutez, moi maintenant, quand des gens vont vous envoyer des emails et qu'ils vont être reçus sur un appareil
Apple, donc par exemple l'application mail d'Apple, ben moi je vais décider que je donne plus d'informations sur s'il a été ouvert ou pas. Ce qui veut dire que un outil CRM va recevoir des signaux, il va avoir l'impression que 100% des utilisateurs de cet appareil-là l'ont ouvert, alors qu'en fait non, c'est rien. C'est juste qu'il a décidé de bloquer l'information. Donc en fait aujourd'hui, c'est faussé, tu as l'impression que les taux d'ouverture sont plus élevés parce que tu as l'impression que 100% de cette part de contact l'a ouvert. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant que marketeur, on s'intéresse de plus en plus au taux de clic. Mais sinon, par exemple, chez Brevo, on a développé une fonctionnalité qui permet d'ajouter ou d'exclure justement ces destinataires Apple. Comme ça, justement, tu peux avoir, si tu veux continuer à regarder ton taux d'ouverture, tu peux te dire soit, OK, je prends que mon audience d'appareils Apple et je compare au fil du temps ce taux d'ouverture de cette audience spécifique. Ou alors, au contraire, je regarde que les gens qui sont pas sur un appareil Apple et là, je peux comparer mon taux d'ouverture au fil du temps. Mais en tout cas, avoir les deux ensemble, il faut avoir conscience que justement, du coup, ça gonfle le taux d'ouverture, alors qu'en fait, on n'en sait rien. Par contre, l'information du clic, elle est encore bien disponible. Donc c'est pour ça que c'est un KPI qu'on va beaucoup plus regarder, ou le taux de conversion, le taux d'activation, dépendamment de l'objectif. Et sinon, il y a une deuxième chose que je constate sur l'emailing, c'est le durcissement des règles des différents FAI. Un FAI, encore un acronyme, c'est les fournisseurs d'accès Internet. Gmail, Microsoft. Microsoft, c'est Hotmail, Outlook, Yahoo, Orange, Vidéotron. Il y en a des centaines. Mais en fait, tous ces FAI-là, ils ont vraiment durci leurs règles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les consommateurs sont sursollicités. Donc aujourd'hui, ils se disent, OK, il y a trop d'emails, les consommateurs en ont marre. Donc nous, on veut vraiment que seul le contenu qui va vraiment les intéresser arrive en boîte de réception. Par exemple, Microsoft, lui, ce qu'il fait, c'est que maintenant, il fait des préfiltrages basés sur l'engagement. Donc toi, moi, ma liste de Brevo, j'envoie des emails à Hugo qui, lui, a une boîte mail Hotmail. Si t'as pas ouvert mon premier mail ou mon deuxième mail, je peux être pratiquement convaincu que le troisième, il va passer dans Autre, voire dans les spams. Il y a Yahoo et Gmail qui, eux, ont durci les règles d'authentification des domaines pour justement s'assurer que les gens qui envoient des contenus, c'est pas des spammers. Il y a aussi des boutons sur Gmail. Maintenant, on peut même décider de se désinscrire de certains contenus sans même avoir ouvert l'email. Donc je pense que c'est de plus en plus difficile d'arriver en boîte de réception. Et donc c'est vraiment super important. Du coup, c'est ce qu'on se disait, RGPD, de respecter en tout cas le consentement, de seulement adresser une base qui l'a donné, qui est opt-in, et surtout d'envoyer du contenu qui est pertinent. Si la personne n'a pas envie de recevoir un message de ta part, si tu lui envoies un truc qui n'a rien à voir avec ses appétences, ça sert à rien. Laisse-la tranquille. C'est ça. et même, tu vois, même je vois, même parfois quand je reçois un email, surtout avec les emails corpo, quand tu sois sur ta boîte corpo, parfois tu as les images qui ne se téléchargent pas. Enfin, j'ai l'impression que tu as plusieurs limitations, quoi qu'il arrive, dépendamment du type de destinataire ou de qui t'envoie en fait l'email. Ouais, et tu parlais à un moment donné de... Les gens en ont marre, ça, de recevoir plein d'emails, de se dire je me souviens pas avoir subscribe à cet email-là, pourquoi je le reçois, etc. Et du coup, en fait, se pose la question, même aussi depuis quelques temps, de la personnalisation. Et du coup, en fait, je me dis quelles sont un peu, et on parlait aussi de spamming, etc. Et quelles sont un peu les stratégies ou les best practices que tu as pour un marketeur ou pour un de tes clients, par exemple, qui chercherait à personnaliser? Est-ce que tu aurais des choses à partager à ce niveau-là? Est-ce que Ouais, carrément. Je pense que la première chose, c'est d'utiliser la donnée comportementale pour aller envoyer une campagne. Par exemple, ok, donc il est opt-in ou il n'est pas opt-in? Il a ouvert mes précédents emails ou pas? Ok, il a ouvert, mais il a cliqué ou pas? Il a cliqué sur quel bouton? Ok, donc là, c'est vraiment sur la partie, j'utilise la qualification que j'ai pu faire en amont pour cibler du contenu. Il a fait un achat sur cette catégorie de produits. Donc soit il pourrait être intéressé à racheter un produit similaire, si c'est pas un consommable, ou alors je pourrais lui pousser un produit qui irait bien avec ce produit pour faire du cross-sell. Donc je pense que vraiment, utiliser cette donnée comportementale historique pour personnaliser le contenu, c'est super important. La segmentation, ça. Ouais, donc c'est vraiment la segmentation basée sur la donnée comportementale. La deuxième chose, c'est la personnalisation. Donc tout le monde a pas besoin de faire ça et tout le monde n'a pas le luxe de faire ça, mais par exemple, que c'est ce que je te disais, tu as acheté un produit,
Ok, mais moi, j'ai des algorithmes, j'ai des flux, j'ai des informations qui proviennent de mon site grâce à ma CDP. Du coup, j'ai tout un tas d'informations qui permettraient de m'aider à lui pousser du contenu qui va l'intéresser, soit qui pourrait l'intéresser. Donc vraiment, ouais, et faire du coup du contenu dynamique, plutôt que d'envoyer manuellement un produit que je sais pas vraiment comment je l'ai choisi, ben vraiment utiliser du contenu dynamique qui va vraiment être fait pour ce client, pour ce contact précisément. Ce sont les contenus qui performent le mieux. C'est des choses que j'ai beaucoup utilisées moi en e-commerce auparavant. C'est top. Et du coup, ben justement, si je vois que mon email ça fonctionne pas, peut-être aller passer sur un autre canal. Et attends, désolé, je me rends compte que j'ai oublié une troisième chose, c'est que dans l'emailing, tu as aussi un peu des best practices. Le poids de ton email. Il ne faut pas que ton email il dépasse un certain poids. Je me demande si c'est pas 100 KO, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y a un poids limite. Pour être reçu, tu veux dire ? C'est ça, exactement. Okay. Sinon, en fait, ça peut envoyer un signal négatif justement pour les FAI qui dit « Ok, ça c'est beaucoup trop long. » Il y a aussi justement un respect de l'équilibrage entre le volume de texte et le volume d'image. Faut pas mettre des images trop volumineuses. Faut qu'il y ait plus de texte que d'images dans ton email. Ça, c'est le fait que ça soit HTML le texte et que du coup est-ce que ça pas nécessairement, c'est vraiment en tout cas c'est dans ton HTML à la fin dans la répartition globale, faut que tu aies justement faut que tu aies un ratio, faut qu'il y ait plus de texte que d'images. Si tu as juste un GIF par exemple, ça va pas marcher. Donc c'est ce genre de best practice qu'il faut utiliser souvent. En parlant d'opérationnalisation, d'exécution en fait des emails, je me dis qu'avec l'arrivée de l'IA, tu dois avoir maintenant certains features ou certaines manières d'utiliser l'IA pour faciliter par exemple la création d'emails ou peut-être pour t'aider sur différentes choses reliées au CRM. Est-ce que tu aurais des cas concrets ou est-ce que tu aurais, ça peut être chez Brevo ou à l'extérieur, des cas d'études et des cas d'usage sur l'utilisation de l'IA pour faciliter et peut-être réduire des coûts, par exemple? Bah, ça tombe super bien que tu m'en parles, parce que nous, chez Brevo, on a lancé très récemment notre agent IA, Aura, qui justement propose différentes fonctionnalités pour faciliter le travail de la mise en place de la campagne. On a 3 fonctionnalités clés que je peux te mentionner. La première, c'est la segmentation avancée. Quand tu es un marketeur et que tu as l'habitude de créer des segments basés sur des filtres précis, tu vas te dire, bon, j'en ai pas forcément besoin, ou je les avais déjà prédéfinis. Par contre, quand tu n'es pas forcément un expert là-dedans, ou que justement tu cherches des nouvelles idées de segmentation, bah aujourd'hui, Brevo, il peut proactivement, basé sur les données que tu lui proposes, te proposer, lui, proactivement, des segments que tu pourras activer qu'il trouve pertinents. Donc ça, cette proposition de segmentation avancée. La deuxième fonctionnalité qu'on a, c'est justement l'aide au contenu, l'aide à la création de contenu. Par exemple, tu es un peu en panne d'inspiration, tu sais pas quelle est la bonne ligne d'objet qui va faire justement décoller ton taux d'ouverture. Bah, lui, il va te proposer des idées. Toi, tu vas lui donner un mini prompt et il va te faire une proposition d'objet. C'est génial ça. Et enfin, je te coupe rapidement, ouais. Mais donc même tout ce qui est par exemple, il va te proposer des subject lines ou des... Complètement. Ah ouais, et sous forme de prompt ou directement en fait, directement au moment où tu es dans l'éditeur de campagne Brevo, qui est super simple à utiliser d'ailleurs. Vraiment dans l'éditeur, tu vas pouvoir remplir et directement il va te générer la ligne d'objet dans le champ où tu dois compléter la ligne d'objet. Ok. Donc là c'est la deuxième fonctionnalité, et la troisième fonctionnalité qui pour moi et à mon sens est la plus intéressante parce qu'elle vient vraiment soutenir ta performance, c'est qu'on a une fonctionnalité qui va envoyer au meilleur moment de la journée ta campagne à chacun de tes contacts. Par exemple, moi je vois un cas d'usage que je peux avoir régulièrement, c'est j'envoie des campagnes en espagnol. Mais dans ma base d'opt-in espagnol, je peux avoir des contacts qui sont localisés en Espagne, mais d'autres en Amérique latine. Alors certes, on fait déjà des campagnes par région, mais malgré ça, on peut avoir des différences d'horaire. Et ben, Brevo va enregistrer l'ouverture de tous mes contacts passés. Il va dire, ok, lui, il va plutôt l'ouvrir à 17h, lui, il va plutôt l'ouvrir à 14h. Et donc, moi, je lance ma campagne pour 24 heures, et c'est Brevo qui va attribuer le moment où il décide d'envoyer la campagne au meilleur moment. Donc ça, c'est vraiment, je pense, pour moi, une des fonctionnalités qui est géniale, parce qu'elle vient vraiment soutenir la performance de la campagne. Et après, nous, sinon... c'est pas forcément des fonctionnalités, mais c'est comment moi et mon équipe au quotidien on utilise l'IA. C'est vraiment un gain de temps, quoi. Je réfléchis à plein de choses, mais justement ça, nous on envoie des campagnes en 6 langues. Ça va beaucoup plus vite pour faire un premier jet de traduction, même si on va toujours le revalider en interne avec des natifs, avec des experts marketing natifs.
Ça va nous faire gagner beaucoup de temps. On a besoin de brainstormer, voilà, on veut lancer une campagne d'activation particulière, on a des idées, mais on a besoin de s'en faire suggérer d'autres. L'IA, ça va venir nous aider là-dessus. On peut même générer des plans relationnels. Donc toi, t'es un marketeur, tu veux créer ton plan relationnel, donc savoir à quel moment il faut envoyer des campagnes d'onboarding, des campagnes de... Voilà, tu sais pas, mais tu as envie de créer un plan relationnel. Tu peux même demander à l'IA aujourd'hui de t'aider selon ton persona, selon ton audience. Donc à toi de créer le bon prompt à venir te soutenir là-dedans. Donc pour moi, l'IA, c'est vraiment un facilitateur. Je pense que le CRM, c'est un métier qui est très, très opérationnel aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de petites tâches différentes à mettre en place pour que ta campagne elle parte. Et je pense qu'au quotidien, c'est vraiment un game changer, comme on disait tout à l'heure. Un bon pote, quoi. Ouais, vraiment. Merci Aura, quoi. C'est ça. Après, après comme je dis, il y a les fonctionnalités Aura, après il y a ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles qu'on peut utiliser. Je pense qu'il faut quand même être encore prudent. Ça vient faciliter, mais la décision finale, le challenge qu'on doit faire derrière, ça passe vraiment par nous, les équipes CRM, pour améliorer ces idées, ces propositions qu'on va avoir. Ouais, j'imagine que c'est ça. Aura va te proposer certaines choses, ça va te faciliter, mais le but, c'est pas de dire, OK, j'y vais à l'aveugle après qu'il m'est proposé, je le lance. Non, t'as quand même vraiment. Mais ça, je pense que c'est pour tout le monde, en fait. C'est que l'IA, en fait, c'est un peu un stagiaire, quoi. Il a plein d'idées et tout, mais après, il faut le recadrer, il faut le réadapter au tone of voice, à l'identité de marque, à l'objectif stratégique qu'on a derrière. Donc, ça vient nous faire gagner du temps, ça vient nous donner plein d'idées. Après, ça nous piocher de faire ce qu'on veut. Donc là, en parlant d'IA et de CRM, ça m'amène naturellement vers ma prochaine question, qui est en fait, quel est l'avenir en fait du CRM? Est-ce que tu as déjà une idée? Je vais pas te demander de faire un pari, même si tu es actuellement en train d'être record. Mais voilà, est-ce que tu as Qu'est-ce que je gagne? Est-ce que tu as des idées? Est-ce que à Brevo, vous avez, je sais pas, des brainstorms où vous disiez, OK, c'est quoi le CRM dans 5 ans? Où est-ce qu'on veut être? Est-ce que tu as des pistes là-dessus? Alors, ce que je sais, c'est que... Enfin, ma conviction, c'est que le CRM, il a encore de beaux jours devant lui. C'est ça qu'en temps en temps, j'entends, non, mais l'email, c'est mort. Alors, voilà. Comme je te le disais, l'email peut être challengé de temps en temps, mais je pense que demain, ça reste, je le disais aussi, un des canaux les moins chers aujourd'hui. Donc, je pense qu'il a encore de très, très, très beaux jours devant lui. Et surtout, quand je vois justement un contexte économique où il y a quelques années, les gens étaient beaucoup drivés sur l'acquisition et le payant, et que là, les vannes se ferment un petit peu, et ben on va plutôt comment est-ce qu'on génère plus de revenus à partir de notre propre base de données, d'où l'importance là du CRM, de l'activer, d'activer sa base correctement, d'avoir une relation saine et durable avec sa base de contacts, parce que je pense que c'est là-dessus qu'on va miser dans le futur. Tu vois, je me dis, mon expertise, elle est beaucoup plus média, par exemple, puis c'est avec la disparition des cookies tierces, etc., il y a vraiment cette recherche de collecter le plus d'emails pour avoir la first party data la plus élevée. Justement, parce que c'est comme ça, en fait, l'emailing, ou du moins le CRM est la manière la plus, je dirais, précise, en fait, de toucher ton client directement. Alors après, comme tu disais, tu as différents types de stratégies. C'est à toi de voir c'est quoi le mix omnichannel pour pouvoir vraiment atteindre ton objectif final. Mais c'est vrai que depuis ces dernières années, tu vois vraiment ce côté, qu'en fait, le nouvel or noir, c'est vraiment l'email en tant que tel, le téléphone pour les SMS et toutes les différentes manières ou différents attributs qu'une personne peut te donner pour aller plus loin pour aller encore plus loin dans ta segmentation au final. Carrément. Écoute, ça m'amène déjà vers le mot de la fin. Oh. Et en fait, si tu devais donner... Voilà, je suis un client et je veux me lancer dans le CRM. Si tu devais me donner un peu une règle d'or, soit me lancer dedans, ou comment je peux en tirer le plus de mon CRM, etc. Qu'est-ce que c'est ta règle d'or, un peu ton must? Mon must. Alors, est-ce que c'est plutôt tu veux mettre en place un CRM ou t'en as déjà un mais tu le... Non, disons, excuse-moi. Plus j'en ai un, mais je veux en tirer le plus possible. Ok. Je pense que c'est de vraiment... je pense que dans le CRM, il y a beaucoup de données. C'est justement comment est-ce que tu l'utilises. Plutôt que d'aller chercher de la nouvelle donnée constamment. Donc, je dis pas d'aller en baser plus. Ça, tu peux continuer à en baser plus, mais t'as déjà beaucoup, beaucoup d'informations.
comment est-ce que tu peux optimiser son utilisation pour justement aller enrichir ta stratégie. Nous, on collecte tout un tas d'informations sur l'utilisation de nos clients de la plateforme. Comment est-ce qu'on l'utilise pour justement faire en sorte qu'ils l'utilisent encore plus? Où est-ce qu'on voit les petits trous dans la raquette pour faire en sorte qu'ils commencent à l'utiliser? Donc plutôt que d'aller vouloir chercher de la nouvelle info, comment est-ce que vraiment tu utilises un maximum? Est-ce que t'as déjà parce qu'en fait, je pense que toutes les sociétés, toutes les bases, elles ont beaucoup de données, mais c'est souvent le fait qu'on utilise mal la donnée qui fait que justement on n'active pas correctement. Et deuxième chose, et ça c'est peut-être plus un step avant, c'est justement quand tu vas mettre en place de la donnée supplémentaire ou juste, tu vas commencer à mettre de la donnée dans ton CRM, sa structuration. Ouais. La propreté de la donnée entre les différents outils. C'était ce format-là sur X et ce format-là sur Y. Ouais, mais du coup, ça marche pas, ça casse. Du coup, une fois que tu veux commencer à faire de la personnalisation, du coup, le format fonctionne plus. Ça, c'est des petites choses, en fait, où quand on va un peu vite, justement, on fait pas trop attention. Sauf qu'en fait, ça prend beaucoup de temps après à les nettoyer et à remettre à jour. Donc, je pense que vraiment, la structuration de ta donnée et la maintenance de ta donnée dans ton CRM, pour moi, c'est vraiment primordial. Ok, donc vraiment, ça, je le vois même dans toutes les compagnies, souvent, c'est la course, encore une fois, à la collecte d'informations. Puis là, y a rien qui est nettoyé. Puis au final, comme tu le disais, tu payes des gens ou tu passes encore plus de temps à nettoyer que le temps que tu avais mis pour acquérir toutes ces informations-là. Donc en fait, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, et pour les gens qui nous écoutent, c'est structurer la donnée et l'utilisation que t'en fais. Ouais, vraiment. Ouais, merci beaucoup, Maëlys. Ça a été un plaisir de te recevoir. J'espère que vous avez bien aimé cet épisode 5 relié à l'orchestration de l'expérience client. N'hésitez pas à liker, partager, commenter aussi la vidéo parce que le but c'est tout le temps de s'améliorer. Je te remercie encore une fois, Maëlys. Merci à toi, te voir très bientôt. Merci. Ciao.